Mark Whitmore redressa sa cravate alors que l'ascenseur le portait jusqu'à l'étage exécutif de Whitmore Logistics. Dans sa main, le rapport trimestriel sur les résultats financiers, les chiffres surpassaient les prévisions de 177%. Pas mal, pour une entreprise qu'il avait bâtie de ses propres mains. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer les notifications, de laisser un like et un commentaire sous la vidéo. Même s'il avait toujours eu accès à la fortune familiale, ce succès avait une saveur toute particulière, c'était le fruit de sa sueur, de son esprit stratégique, et de ses sacrifices. Dans le hall, son assistante de direction, Rebecca, l'accueillit d'un hochement de tête professionnel. Le conseil est impressionné par les résultats, Monsieur Whitmore. Ils ont déjà validé le plan d'expansion. Parfait timing, répondit Mark en consultant sa montre. 14h30, il quittait le bureau 3 heures plus tôt que d'habitude. Je pars plus tôt aujourd'hui. Rebecca arqua un sourcil, intriguée. Tout va bien? Mieux que bien, répondit Mark avec un sourire discret. C'est notre 5e anniversaire avec Tessa. Je compte lui faire une surprise. C'est attentionné de votre part. Dois-je faire livrer des fleurs chez vous? Déjà prévu. Merci, Rebecca. On se voit demain. Le trajet jusqu'à chez lui prit 30 minutes, le trafic étonnamment fluide pour un jeudi après-midi. Il s'engagea dans leur quartier résidentiel haut de gamme, où des pelouses parfaitement taillées bordaient des demeures valant plusieurs millions. Leur maison, une œuvre d'art moderne, aux lignes épurées et aux immenses baies vitrées, se trouvait au bout d'une impasse, offrant un cocon de calme et de discrétion. Il gara sa voiture dans l'allée, remarquant immédiatement la Mercedes blanche de Tessa, déjà stationnée à sa place habituelle. Parfait. Elle était à la maison. Il attrapa le petit sac bleu Tiffany sur le siège passager. À l'intérieur, un bracelet en platine serti de 5 diamants, un pour chaque année de mariage. Les fleurs qu'il avait commandées avaient déjà été livrées et posées sur la console de l'entrée par la gouvernante. Il les prit en main, un sourire se dessinant sur ses lèvres à l'idée de voir le visage surpris de Tessa. Mark entra par la porte latérale, pour maximiser l'effet de surprise. Il avança doucement dans le couloir. Et entendit la voix de Tessa, provenant du salon. Elle était au téléphone, son ton plus animé qu'il ne l'avait entendu depuis longtemps. Je te jure, Aubrey, le mariage est un pur cauchemar. La voix de Tessa résonna clairement. Je me réveille chaque matin en regrettant ma décision. Mark s'immobilisa. Les fleurs lui semblèrent tout à coup lourdes comme du plomb. Si ce n'était pas pour l'argent de sa famille, je serais déjà parti, poursuivit-elle avec un rire amer. Mais je dois être maligne. Le contrat prénuptial est serré, mais Matt a mentionné qu'il pourrait y avoir des failles. Si je tiens assez longtemps. Matt? Entendre son propre frère dans la bouche de sa femme lui donna la nausée. Mark resta figé. Sa respiration devint superficielle, imperceptible. Non, il ne se doute de rien. Les hommes comme Mark sont tellement obsédés par leurs entreprises qu'ils ne voient même pas ce qui se passe sous leur nez. Puis, Léo et moi, on est prudents. Léo. Le coach sportif qu'elle avait engagé 6 mois plus tôt. Un froid glacial envahit la poitrine de Mark. Écoute, je dois te laisser. Mark rentre dans quelques heures. Il faut que je me prépare à jouer la femme dévouée. Elle rit encore, un rire cruel. Exactement. Une performance digne d'un Oscar. Comme chaque soir. Mark recula, sans bruit, son esprit en ébullition, mais son corps étrangement calme. Il retourna à sa voiture, rangea les fleurs et le sac Tiffany dans le coffre, puis se rendit dans un parc à proximité. Là, sur un banc, il resta assis à fixer le vide pendant près de 2 heures, les paroles de Tessa tournant en boucle dans son esprit. 5 ans. 5 ans à croire qu'il bâtissait une vie commune avec une femme qui partageait ses valeurs, ses ambitions. 5 ans gaspillés avec quelqu'un qui ne le voyait que comme un portefeuille. Son téléphone vibra. Un message de Tessa. « Tu seras à la maison pour le dîner ce soir ?» Mark répondit. « Oui. J'ai hâte de te voir. » Quand il rentra à l'heure habituelle, son visage ne trahissait rien. Mais son esprit, lui,
avait déjà enclenché une nouvelle stratégie. « Te voilà », dit Tessa en l'accueillant d'un baiser. Ses cheveux blonds étaient parfaitement coiffés, son maquillage impeccable. « Comment s'est passée ta journée ? » « Productive », répondit Marc en scrutant son visage. Son sourire avait-il toujours eu cet aspect forcé, artificiel ? Le conseil a approuvé l'expansion. « C'est formidable », dit-elle en posant sa main sur sa poitrine. « On devrait fêter ça. »« Absolument », répondit-il en lui rendant son sourire factice. Autour d'un bon dîner. Il l'observa alors qu'elle jouait le rôle de l'épouse parfaite, lui posant des questions sur sa journée, lançant des compliments sur ses décisions professionnelles. Il lui répondit, tout en enregistrant chaque micro-expression, chaque geste calculé. « Quelque chose ne va pas ?» demanda Tessa en inclinant la tête. « Tu sembles distrait. » Marc prit une gorgée d'eau. « Je pensais au travail. L'expansion va nécessiter de restructurer certains départements. Tu trouveras une solution. »« Tu trouves toujours ?» dit-elle en lui prenant la main. Il la laissa faire, luttant contre l'envie de la repousser. « Oui, » dit-il. « Je trouve toujours une solution. » Finalement. Cette nuit-là, alors que Tessa dormait paisiblement à ses côtés, Marc resta allongé, les yeux rivés au plafond. Une colère froide, méthodique, montait en lui comme un ressort content. Non, il n'allait pas partir. Non, il ne lui donnerait pas la satisfaction d'une séparation propre, ni d'un quelconque arrangement financier. Malgré le contrat prénuptial, il était décidé. Elle l'avait manipulé. Trahi. Utilisé. Elle méritait de tout perdre. Et il allait s'assurer que ce soit le cas. Le lendemain matin, Marc suivit sa routine avec la précision d'un militaire. Douche. Costume sur mesure. Apparence irréprochable. Et après avoir mangé le petit déjeuner que Tessa avait préparé, il l'embrassa pour lui dire au revoir, comme si rien n'avait changé. Une fois installé dans sa voiture, il appela son assistante. « Rebecca, j'ai besoin que tu libères mon agenda après 14 heures. Un imprévu vient de surgir. » « Bien sûr, monsieur Whitmore. »« Tout va bien ? » ?»« Ça le saura, » répondit-il simplement, avant de mettre fin à l'appel. À exactement 14 heures, Marc quitta son bureau et se dirigea vers un immeuble sans enseigne situé dans le centre-ville. Une plaque discrète sur la porte indiquait « Peterson Security Consulting ». Il entra sans rendez-vous. La réceptionniste le reconnut immédiatement. « Monsieur Whitmore, ravi de vous revoir. C'est à propos de l'audit de sécurité de votre entreprise ? » « Pas aujourd'hui, Karen. »« Thomas est-il disponible ?» Elle passa un rapide coup de fil, puis hocha la tête. « Il peut vous recevoir maintenant. » Thomas Peterson était un ancien agent du FBI, connu pour sa discrétion et sa rigueur. Son agence de sécurité privée gérait aussi bien des enquêtes sur l'espionnage industriel que des missions de protection rapprochées. « Marc, » dit-il en se levant derrière son bureau. « Je ne m'attendais pas à te voir aujourd'hui. »« Ce n'est pas une visite prévue, » répondit Marc en prenant place. « J'ai besoin de tes services pour une affaire personnelle. » Le visage de Thomas resta impassible. « Je t'écoute. »« J'ai besoin d'une surveillance sur ma femme. » S'il fut surpris, Thomas n'en montra rien. « Quel type de surveillance exactement ? » Relevé d'appel, SMS, email, relevé bancaire. Je veux savoir où elle va, qui elle voit, ce qu'ils font. Thomas s'appuya contre le dossier de son fauteuil. Puis-je te demander pourquoi ? J'ai de bonnes raisons de croire qu'elle me trompe. Je vois. Thomas ouvrit un tiroir et en sortit un formulaire. Tout ceci reste entre nous. Mon équipe est discrète. Je veux que ce soit absolument confidentiel. Personne ne doit être au courant. Surtout pas ma famille. C'est notre procédure standard, Marc. On commence immédiatement. Il me faut son nom complet, sa routine quotidienne et toute information que tu aurais sur l'amant présumé. Marc lui fournit les détails, y compris les maigres informations qu'il possédait sur un certain Léo Merck. Combien de temps pour les premiers résultats ? Donne-nous 3 jours pour un premier rapport. Plus longtemps si tu veux une surveillance complète.
Marc hocha la tête. Je resterai en contact. Pendant les 3 jours suivants, Marc joua à la perfection le rôle du mari naïf et aimant. Il quittait la maison à l'heure habituelle, appelait Tessa à l'heure du déjeuner comme toujours, et rentrait chaque soir lui poser des questions sur sa journée. Chaque mensonge qu'elle proférait était silencieusement enregistré, archivé dans son esprit comme une preuve de sa duplicité. Vendredi matin, un email crypté signé de Thomas arriva. Marc attendit d'être seul dans son bureau pour l'ouvrir. Le rapport était méticuleux. Les relevés téléphoniques montraient que Tessa appelait un numéro appartenant à Léo Merck plusieurs fois par jour. Les SMS, que l'équipe de Thomas était parvenue à intercepter, révélaient des échanges explicites et la planification précise de leur rendez-vous. Les relevés bancaires montraient des paiements réguliers sur le compte personnel de Léo, enregistrés sous le motif de séances de coaching sportif, mais à une fréquence bien trop élevée pour un programme sérieux. Le plus accablant ? Les photos. Tessa entrant dans un hôtel de gamme moyenne. Léo la suivant 15 minutes plus tard. Tessa et Léo dans un café, leurs mains entrelacées sur la table. Tessa embrassant Léo dans sa voiture, garée dans un parking souterrain. Marc fixa les images. Sa colère n'était plus brûlante. Elle était froide. Glaciale. Calculée. Il transféra le rapport à son adresse email personnelle, puis supprima immédiatement le message d'origine. Ce soir-là, pendant le dîner, Marc décida de tester Tessa. Je réfléchissais. Et si on prenait des vacances le mois prochain ? Quelque part de tropical. Le sourire de Tessa ne toucha pas ses yeux. Ce serait merveilleux. Mais tes projets d'expansion ? Tu ne seras pas trop occupé ? Je peux déléguer. Il faut savoir prendre du temps pour nous. Oui, bien sûr, répondit-elle. Je vais regarder mon agenda. J'ai ces événements caritatifs qui arrivent. Marc acquiesça. Il savait, grâce au rapport de surveillance, qu'elle avait prévu un week-end avec Léo précisément à cette période. Tu sembles fatigué ces derniers temps, ajouta-t-il. Ces séances d'entraînement avec, comment il s'appelle ? Léo ? Ça doit être intense. Un bref éclair de panique passa peut-être dans ses yeux, avant qu'elle ne se ressaisisse. C'est vrai, il me pousse dans mes retranchements. Mais c'est pour ça que je le paie. Je devrais peut-être t'accompagner un jour, suggéra Marc en la fixant attentivement. Oh non, je ne pense pas que tu apprécierais, répondit-elle rapidement. C'est très personnalisé, adapté à mon niveau. Et puis tu as déjà ton coach à la salle, non ? C'est vrai, admit Marc, avant de changer de sujet. Cette nuit-là, Marc envoya un SMS à son frère. Besoin de parler. Important. Petit déjeuner demain matin. La réponse de Matt ne tarda pas. Comme d'hab. 8 heures. Le lendemain matin, Marc dit à Tessa qu'il avait une réunion tôt au bureau. Un mensonge de plus, pour contrer les siens. Matt était déjà installé à leur table habituelle, dans un café chic offrant calme et confidentialité. Ça doit être sérieux, dit Matt en le voyant arriver. Les réunions le samedi matin, c'est pas ton truc. Marc regarda son frère dans les yeux. Tessa me trompe. Le visage de Matt se durcit. Tu en es sûr ? Marc sortit son téléphone et lui montra une sélection d'images issues du rapport de surveillance. J'en suis sûr. Matt étudia les photos, son esprit d'avocat déjà en alerte. Comment as-tu découvert ça ? Je l'ai surprise au téléphone avec Aubrey. Ensuite, j'ai engagé Thomas pour confirmer. Bonne initiative. Et tu veux faire quoi ? Je ne veux pas seulement la quitter, Matt. Je veux la détruire. Matt hocha lentement la tête, un éclat de détermination froide dans le regard, qui miroita celui de son frère. Alors on commence par la couper financièrement. Ils passèrent l'heure suivante à établir une stratégie. Matt, expert des divorces de haut patrimoine, traça les étapes pour protéger les avoirs de Marc. Il faut agir vite, conseilla-t-il. Créer des fiducies irrévocables, transférer la propriété de tes entreprises à des holdings, renforcer les clauses du contrat prénuptial. Il faut s'assurer qu'elle n'a aucun droit sur ta fortune. Fais tout ce qu'il faut,
répondit Marc d'un ton ferme. L'argent n'est pas un problème. Et pour ce qui est de révéler l'infidélité, tu veux la rendre publique? Le visage de Marc se durcit, son regard se glaça. Pas encore. Je veux rassembler plus de preuves. Je veux que ce soit indéniable, irréfutable, quand je frapperai. Matt l'observa, percevant immédiatement ce qui se tramait. Tu prépares une vengeance sur le long terme. Ce n'est pas juste un divorce. Elle m'a manipulé, Matt. Elle m'a épousé pour l'argent, a fait semblant de m'aimer, tout en préparant discrètement sa stratégie de sortie. Elle mérite de tout perdre. Matt ne chercha même pas à le dissuader. Les frères Whitmore avaient la même conception de la loyauté et de la trahison. Je lance les démarches dès aujourd'hui. En attendant, agis normalement. Ne lui donne aucun signe, aucun indice que tu sais. Ne t'inquiète pas, répondit Marc froidement. Elle ne verra rien venir. Dimanche. Tessa annonça à Marc qu'elle allait faire du shopping avec des amis. Mais le rapport de l'équipe de surveillance était clair, elle avait passé 3 heures dans l'appartement de Léo. À son retour, les bras chargés de sacs, l'air détendu, elle trouva Marc souriant. « Tu as trouvé de jolies choses. »« Juste quelques petites choses, » dit-elle, lui montrant des achats, qu'elle avait en réalité effectués des semaines plus tôt, selon les relevés de cartes bancaires que Thomas avait transmis à Marc. Ce dernier hocha la tête, feignant l'admiration. « C'est parfait, tu as vraiment bon goût. »« Merci, » répondit-elle, le gratifiant d'un baiser sur la joue. Marc accepta ce contact sans broncher, même si dans son esprit, l'image de Tessa avec Léo, quelques heures auparavant, l'obsédait. Son heure viendrait. Il le savait. La patience serait sa meilleure arme. Durant les 5 jours suivants, Matt travailla sans relâche pour sécuriser les actifs de Marc. Des fiducies irrévocables furent mises en place. La structure de l'entreprise fut entièrement réorganisée. Le contrat prénuptial fut passé au crible, à la recherche de la moindre faille exploitable. Pendant ce temps, Marc poursuivit la collecte de preuves. L'équipe de Thomas lui remit des enregistrements téléphoniques entre Tessa et Aubrey, dans lesquels elle discutait d'un plan visant à assurer l'avenir financier de Tessa avant son départ. Il y avait aussi des conversations explicites et accablantes entre Tessa et Léo. Le 5e jour, Marc ignora tous les appels de Tessa. 27 appels. En 1 heure. Et à mesure que les appels s'accumulaient, il pouvait presque sentir sa panique, sa peur. La peur qu'il ait découvert sa trahison. Quand il rentra enfin ce soir-là, elle l'attendait devant la porte, le visage marqué par l'anxiété. « Où étais-tu » lança-t-elle d'un ton tranchant. « Je t'ai appelé toute la journée. » Batterie morte, mentit-il avec aisance. Et des réunions à rallonge. Pourquoi? Quelque chose ne va pas? Un soulagement visible traversa son visage. Non, non. Je m'inquiétais, c'est tout. Tu réponds toujours d'habitude. Désolé, dit-il, en déposant un baiser sur son front. Je ne voulais pas t'inquiéter. Ce bref moment de peur, ce n'était qu'un avant-goût de ce qui l'attendait. Marc ressentit presque de la pitié pour elle. Presque. Le samedi suivant, Marc retrouva Matt dans son bureau, un espace vide, sécurisé, propice à une conversation confidentielle. Matt étala une série de documents sur la table. J'ai déplacé tous les actifs de valeur dans des entités protégées, expliqua-t-il. Tes comptes personnels ne contiennent plus que le nécessaire pour les dépenses quotidiennes. Le reste est à l'abri. Marc lut attentivement les documents, signant à chaque endroit indiqué. Et le contrat prénuptial? Solide comme le roc. Elle a signé une clause spécifique en cas d'infidélité. Si elle conteste le divorce, on peut l'utiliser pour lui retirer même le maigre règlement qu'elle aurait touché. Parfait. Marc releva les yeux. Et pour la suite? Pour exposer son adultère? Matt se pencha. Thomas a déjà rassemblé assez de preuves pour le divorce. Mais si tu veux détruire sa réputation, anéantir ses finances, il nous faut quelque chose de plus fort. Que as-tu en tête? Une vidéo. Des images indiscutables. Une qualité irréprochable.
Aucune possibilité pour elle de plaider le malentendu ou la manipulation. Marc réfléchit un instant. Comment on obtient ça? Ton système de sécurité domestique est déjà haut de gamme. On peut l'améliorer, ajouter des caméras dans des endroits stratégiques. Elle pourrait remarquer de nouvelles installations. Matt secoua la tête. Pas avec le matériel que Thomas peut fournir. C'est du niveau professionnel, quasiment invisible. Considère que c'est fait. Matt rangea les documents signés. Quel est ton calendrier? J'ai un voyage d'affaires prévu à Chicago le mois prochain. Ce sera son occasion rêvée pour l'inviter chez nous. Et si elle ne mord pas à l'hameçon? Le regard de Marc s'assombrit. Elle le fera. Fais-moi confiance. Plus tard ce jour-là, Marc retrouva son ami Devin dans un club privé où il pouvait parler sans crainte d'être entendu. Elle te trompe? Devin secoua la tête, furieux. Je ne l'ai jamais senti honnête, Marc. Il y avait toujours quelque chose de louche. Tu as essayé de m'avertir. J'aurais dû t'écouter. Et maintenant? Tu comptes faire quoi? Matt gère les finances. J'ai besoin de ton aide pour autre chose. Devin se pencha. Tu peux compter sur moi. Le gala caritatif annuel a lieu le mois prochain. Je veux que toute sa sphère sociale y soit. Sa famille. Ses amis. Toutes les personnes qu'elle cherche à impressionner. Une compréhension soudaine traversa le visage de Devin. Tu prépares un coup public? Très public. Exactement. Considère que c'est fait. Je suis dans le comité d'organisation. Je vais m'assurer que chacun de ses contacts reçoive une invitation personnelle. Une dernière chose, ajouta Marc. J'ai besoin d'avoir le contrôle total du système audio et vidéo ce soir-là. Devin haussa un sourcil, mais ne posa aucune question. Je m'en occupe. Les pièces du puzzle se mettaient en place. Ce soir-là, Marc rentra chez lui. Tessa se préparait pour un dîner chez sa sœur. Tu viens avec nous? Demanda-t-elle, ajustant ses boucles d'oreilles devant le miroir. Pas ce soir. J'ai du travail à finir. Un léger soulagement traversa son regard. Ne travaille pas trop quand même. Dès qu'elle quitta la maison, Marc appela Thomas. J'ai besoin que le système de sécurité amélioré soit installé demain, pendant son cours de yoga. Tout est prêt, confirma Thomas. Mon équipe sera sur place et repartira en 90 minutes. Elle ne remarquera jamais notre passage. Le lendemain, alors que Tessa se rendait à son cours de yoga, suivi, selon ses dires, d'un café avec une amie, en réalité, un rendez-vous avec Léo, l'équipe de Thomas installa des caméras ultra discrètes dans chaque pièce de la maison, avec un accent particulier sur la chambre. Ce soir-là, Marc se connecta à un ordinateur sécurisé pour vérifier le nouveau système. Il pouvait désormais tout voir. Et bientôt, tout le monde verrait. Et la qualité audio était d'une clarté cristalline. Parfait pour ce qu'il avait planifié. Le système est opérationnel, confirma Thomas au téléphone. Tu peux y accéder à distance, de n'importe où, avec les identifiants sécurisés que je t'ai envoyés. Et il n'y a aucune chance qu'elle découvre les caméras. Aucune. Elles étaient intégrées dans les installations existantes, dissimulées dans les éléments architecturaux. Il fallait un équipement spécialisé pour les détecter. Marc le remercia et mit fin à l'appel, un sentiment de satisfaction sombre s'installant en lui. Le piège était tendu. Il ne lui restait plus qu'à attendre que Tessa y tombe. Durant les 2 semaines suivantes, Marc accéléra son plan. Il devint plus attentionné, plus affectueux. Il surprit Tessa avec des cadeaux coûteux, parla de leur avenir commun, alla même jusqu'à suggérer qu'il commence à penser à avoir des enfants. Tessa réagit exactement comme il l'avait prévu. Convaincue que sa manipulation fonctionnait, elle devint plus confiante, moins prudente. Ses rendez-vous avec Léo se firent plus fréquents. Pendant ce temps, Marc finalisait les préparatifs de son faux voyage d'affaires à Chicago, prévu pour le week-end précédant le gala de charité. Le timing était parfait pour ce qu'il avait en tête. 2 jours avant son départ, Marc dîna avec sa mère, Vivian. Elle ne s'était jamais réchauffée à l'égard de Tessa,
son instinct ayant toujours perçu ce que Marc avait refusé de voir. « Tu as l'air différent », observa Vivian en prenant son dessert. « Il y a quelque chose dans ton regard que je n'avais jamais vu. » Marc réfléchit à ce qu'il allait lui dire. « Je gère une situation à la maison. » Le regard de Vivian s'aiguisa. « Tessa ?» Il hocha la tête, une seule fois. « J'ai su que cette fille était problématique dès la première fois que je l'ai rencontrée, » dit Vivian, sans aucune satisfaction dans la voix, seulement de l'inquiétude pour son fils. « Qu'a-t-elle fait ? Disons simplement que ton instinct avait raison depuis le début. Tu vas la quitter ? » D'une certaine manière, répondit Marc, énigmatique. Vivian le fixa, attentive. « Quoi que tu prépares, fais attention à ce que ça ne te consume pas, Marc. La vengeance peut être satisfaisante, mais elle est aussi corrosive. Certaines trahisons ne peuvent pas être pardonnées. »« Maman, je ne parle pas de pardon, » précisa-t-il. « Je parle de m'assurer qu'elle ne m'enlève plus rien. Pas même ma paix intérieure. » Vivian le scruta longuement, puis hocha la tête, reconnaissant le ton résolu de son fils. « Alors fais-le bien, Whitmore. Ne fais jamais les choses à moitié. » La veille de son soi-disant départ, Marc laissa exprès sur le comptoir de la cuisine l'imprimé de ses vols et de ses réservations d'hôtel, s'assurant que Tessa le verrait. Ce soir-là, il fit l'amour avec elle une dernière fois, sachant que ce serait la dernière fois qu'il la toucherait. Le matin, valise à la main, il l'embrassa. « Je reviens dimanche soir. Ne m'attends pas. »« Bon voyage, » répondit-elle, une lueur d'impatience dans les yeux qu'elle dissimula mal. Marc prit la route jusqu'à un hôtel de l'autre côté de la ville, s'enregistra sous un faux nom fourni par Thomas et installa son ordinateur portable. En quelques touches, le flux en direct de son système de sécurité domestique s'activa. Il n'avait plus qu'à attendre. Assis dans sa chambre d'hôtel, son ordinateur ouvert devant lui, Marc observait le flux vidéo en direct de sa maison vide. Tessa était partie peu après lui, soi-disant pour faire des courses. Mais Marc savait. L'équipe de surveillance de Thomas confirma qu'elle s'était rendue dans une boutique de lingerie haut de gamme. L'ironie ne lui échappa pas. Elle préparait un accueil spécial, pour son amant. Dans sa maison. Dans son lit. Avec son argent. Son téléphone vibra. Un message de Tessa. « Tu me manques déjà. Passe un bon voyage. » Marc tapa une réponse. « Toi aussi tu me manques. La maison paraît vide sans toi. » Un mensonge, pour contrer le sien. Le jeu qu'il jouait avait des enjeux bien plus élevés qu'elle ne l'imaginait. Il commanda un repas en chambre et travailla sur de vrais dossiers tout en gardant un œil sur la vidéo. 17h30, Tessa rentra chez eux, les bras chargés de sacs. Marc la vit monter à l'étage, dans leur chambre. Elle changea les draps, refit son maquillage, disposa des bougies, ouvrit une bouteille de champagne, un grand cru de sa collection privée, nota-t-il avec amertume. 19h15, elle enfila de la lingerie noire, recouverte d'un peignoir de soie, puis consulta son téléphone. Une notification s'afficha, parfaitement capturée par la caméra cachée. En route. Hâte de te voir. Elle. La mâchoire de Marc se contracta. Dans leur chambre. Chez lui. Il ne cherchait même plus à être discret. 19h43, la sonnette retentit. Marc bascula sur la caméra de l'entrée. Léo Merck se tenait là, un sourire satisfait aux lèvres. Tessa ouvrit la porte et l'attira aussitôt dans un baiser passionné. « Je n'ai pensé qu'à ça toute la journée », souffla-t-elle, sa voix parfaitement captée par le micro. « Moi aussi », répondit Léo, ses mains déjà en train de parcourir son corps. « Combien de temps on a ? » Il est à Chicago jusqu'à dimanche soir. On a tout le week-end. Parfait, murmura Léo en la suivant à l'intérieur. Marc regarda leur progression dans la maison, s'arrêtant ici ou là pour s'embrasser, enlever un vêtement. Arrivé à la chambre, Léo était torse nu, et le peignoir de Tessa avait été abandonné dans le couloir. Ce qui suivit était exactement ce que Marc avait anticipé. Et pourtant, douloureux à regarder. Tessa et Léo s'écroulèrent sur le lit, son lit, leur geste était urgent, passionné. Rien de tendre. Rien d'amour.
Juste du désir brut. Un besoin animal. Mark se força à regarder. À filmer. À retenir chaque image de sa trahison. Ce n'était pas seulement des preuves pour le divorce. C'était du carburant pour sa colère. Une justification pour ce qu'il s'apprêtait à lui faire. Il enregistra tout, sous plusieurs angles. Les caméras cachées capturèrent des vidéos d'une précision cristalline. Et l'audio de leur trahison. Il ne restait plus aucune place pour le doute ou l'excuse. Une fois leur petite mascarade terminée, Tessa et Léo s'étaient allongés dans le lit de Mark, sirotant son champagne, riant aux éclats de leur tromperie. Il n'a pas la moindre idée, dit Tessa en traçant du bout du doigt une ligne le long du torse de Léo. Il a même suggéré qu'on commence à penser à avoir des enfants. Léo éclata de rire. Le pauvre idiot. Et tu lui as dit quoi? Que j'y réfléchissais. Que je voulais qu'on travaille sur notre relation d'abord, répondit-elle en roulant des yeux. Il a tout gobé. Les hommes entendent ce qu'ils veulent entendre. Combien de temps tu penses encore devoir rester avec lui? Demanda Léo. Tessa soupira. Encore quelques mois au moins. Ma sœur dit que plus le mariage dure, meilleure sera ma position pour le divorce. Je dois être stratégique là-dessus. Et ensuite? Toi et moi, à Bali. Avec son argent. Elle eut un sourire en coin. Quoique, il me faudra peut-être quelqu'un de plus stable qu'un coach sportif une fois que tout sera terminé. Pas d'offense. Mark, qui observait la scène à distance, nota la lueur d'agacement qui traversa le visage de Léo. Tessa se servait donc de Léo, tout comme elle se servait de lui. Intéressant. Aucune offense, répondit Léo après un moment. On s'amuse, non? C'est ça, répondit Tessa. Mais sa voix trahissait quelque chose. Elle n'était pas tout à fait sincère. Mark continua d'enregistrer alors qu'il remettait ça. Une deuxième fois. Puis une troisième. Ils utilisèrent sa douche, mangèrent dans son frigo, burent davantage de son champagne, avant de s'endormir dans son lit. La tête de Tessa posée sur le torse de Léo. Mark referma son ordinateur portable. Il ne pouvait plus supporter ce qu'il voyait. Mais il avait ce dont il avait besoin. De quoi la détruire complètement. Il était temps d'exécuter le reste du plan. Il appela Matt. C'est fait. J'ai les enregistrements. À quel point c'est grave? Demanda Matt. Pire que ce que j'imaginais. Il n'y a pas que l'adultère physique. C'est aussi ce qu'elle dit. Elle ne m'a jamais aimé, Matt. Tout ça, c'était pour l'argent. La voix de Matt se durcit. Alors elle mérite ce qui va lui arriver. Envoie-moi les fichiers de manière sécurisée. Je vais les analyser et en extraire ce qu'il faut pour un impact maximal. On va faire ça. Et Matt, merci de me soutenir. Toujours, frérot. Personne ne s'en prend à un Whitmore et s'en sort indemne. Après l'appel, Mark transféra les fichiers sur un serveur sécurisé, uniquement accessible à lui et à Matt. Puis il tenta de dormir. En vain. Les paroles de Tessa tournaient en boucle dans son esprit. Au matin, sa détermination était plus forte que jamais. Le lendemain, samedi, Mark continua à surveiller les caméras. Tessa et Léo ne quittaient presque pas la chambre, sauf pour manger ou se doucher. Ils utilisèrent toutes les surfaces de la maison, le plan de travail de la cuisine, le canapé du salon, même le bureau personnel de Mark. Chaque nouvelle profanation attisait davantage sa rage. Le dimanche après-midi, Léo finit par partir, non sans promettre à Tessa de la revoir très vite. Après son départ, Mark observa Tessa nettoyer chaque pièce méthodiquement, effaçant toute trace de leur week-end. Elle lava les draps, aéra les chambres, remplaça le champagne par une bouteille identique prise dans la cave. À 20h30, le téléphone de Mark sonna. Le visage de Tessa apparut à l'écran. « Hey » dit-elle lorsqu'il répondit. « Comment s'est passé Chicago ?»« Productif » répondit Mark d'une voix neutre. « Les clients ont été impressionnés par notre proposition. »« Super. Tu rentres ce soir ?»« Le vol a été retardé. Je serai probablement là vers minuit. »« Ne m'attends pas. »
Fais attention à toi. Je t'aime. Ces mots lui donnèrent la nausée. Moi aussi, répondit-il mécaniquement avant de raccrocher. Peu avant minuit, Mark rentra chez lui. Il trouva Tessa installée sur le canapé, feignant la fatigue, un livre ouvert sur ses genoux comme si elle avait essayé de l'attendre. « Tu es rentré ?» dit-elle en bâillant légèrement. « Je t'avais dit de ne pas m'attendre » dit-il en posant sa valise. Elle se leva pour l'enlacer. « Tu m'as manqué. » Mark lui rendit son étreinte, de façon robotique. « Toi aussi. »« Ton week-end » demanda-t-elle. « Tranquille. J'ai lu un peu, fait du shopping. » Encore un mensonge à ajouter à sa collection. « Détendant » répondit Mark en jouant le jeu. « Et toi ? Le voyage ? » « Très réussi, dit-il. Et pour la première fois ce week-end, ce n'était pas un mensonge. Lundi matin, Mark se rendit au bureau comme d'habitude. Une fois arrivé, il verrouilla la porte de son bureau et appela Matt. « Tu as visionné les vidéos ? » « Oui, » confirma Matt, son ton devenu strictement professionnel malgré la nature personnelle du contenu. « C'est accablant. Aucun juge ne se rangera de son côté après avoir vu ne serait-ce qu'un extrait. Parfait. Maintenant, il faut préparer le gala. Tu es sûr de vouloir aller jusqu'à là ? Un divorce discret serait plus propre. Elle m'a humilié en privé. Je lui rendrai l'appareil, en public. Matt ne discuta pas. Très bien. J'ai monté une vidéo avec les moments clés. Suffisamment explicite pour avoir l'impact voulu, sans être trop graphique. J'ai aussi rédigé les papiers du divorce. Ils seront prêts à être remis pendant le gala. Parfait. Et pour les finances ? Tout est prêt. Tous les comptes conjoints sont gelés. Tes comptes personnels sont sécurisés. Elle n'aura plus accès à rien une fois les documents remis. Mark hocha la tête, satisfait. Une dernière chose, invite maman au gala. Mais ne lui dis pas pourquoi. Je ne veux pas qu'elle essaie de m'en dissuader. Elle ne le fera pas, assura Matt. Maman déteste la trahison autant que nous. Mais je comprends, tu veux qu'elle le voie de ses propres yeux. Exactement. Une autre chose, assure-toi que Léo reçoive une invitation. Je veux qu'il soit là quand ça se produira. Considère que c'est fait. Durant toute la semaine, Mark joua parfaitement le rôle du mari aimant. Il offrit des fleurs à Tessa, complimenta son apparence, parla de leurs projets futurs, comme si rien n'avait changé. En parallèle, depuis son bureau, il surveillait toujours les vidéos de sécurité. L'affaire avec Léo continuait, bien que plus discrètement depuis le retour de Mark. Il se retrouvait à l'hôtel, chez Léo, une fois même dans la voiture de Tessa dans un coin isolé. Chaque rendez-vous était enregistré et ajouté au dossier. 3 jours avant le gala, Mark finalisa les derniers préparatifs avec Devon, responsable de l'équipement audiovisuel. « Tout est prêt ? » « Oui, » confirma Devon. « La vidéo sera diffusée sur ton ordre, en plein écran, sur tous les écrans de la salle. »« Tu es vraiment sûr de vouloir faire ça ? » ?»« Plus sûr que jamais, » répondit Mark. La veille du gala, Tessa se montra étrangement attentionnée. Elle prépara son plat préféré, enfila la robe qu'il avait complimentée le mois dernier, et suggéra d'ouvrir une bouteille de vin. « C'est une occasion spéciale ?» demanda Mark en prenant le verre. « Faut-il une occasion pour faire plaisir à son mari ?» répondit-elle avec un sourire qui, désormais, lui paraissait prédateur. « Je suppose que non. »« Merci. » Ils dînèrent en échangeant des banalités, évoquant le gala du lendemain. Tessa parlait avec excitation des amis qu'elle avait hâte de revoir. Et les membres de la famille. Mark hocha la tête en pensant à la façon dont ces mêmes personnes la regarderaient demain soir, après sa révélation. « J'ai acheté une nouvelle robe pour demain, » dit-elle. « Attends de la voir. »« Je suis sûr que tu seras magnifique, » répondit Mark, sincèrement. Malgré tout, Tessa était d'une beauté à couper le souffle. C'était l'une des raisons pour lesquelles il était resté aveugle à sa véritable nature pendant si longtemps. Après le dîner, elle suggéra d'aller se coucher tôt. Il faut qu'on soit bien reposé pour demain soir. Mark acquiesça, la suivant à l'étage.
Alors qu'elle se déshabillait, il l'a surpris en train de regarder son téléphone. Un message de Léo, sans aucun doute. Marc fit semblant de ne rien voir. Ils firent l'amour une dernière fois, Marc exécutant les gestes machinalement, complètement détaché de l'acte en lui-même. Après, tandis que Tessa dormait paisiblement à ses côtés, il resta allongé, fixant le plafond, répétant mentalement chaque détail du plan pour le lendemain. Il n'y aurait aucun retour en arrière. Aucune chance de réconciliation. À la même heure demain soir, Tessa Whitmore comprendrait enfin ce que cela signifiait de trahir un homme comme lui. Le jour du gala arriva. Marc partit au travail comme à son habitude, mais revint plus tôt pour se préparer. Tessa était encore au salon, occupée à faire coiffer et maquiller pour la soirée. Parfait. Il avait besoin d'un moment seul dans la maison. Il se rendit dans son bureau, accéda aux enregistrements de la caméra cachée, et transféra les derniers fichiers sur un disque sécurisé. Ensuite, il se connecta au système audiovisuel du lieu du gala, vérifiant l'installation à distance avec Devon. Tout est prêt, confirma Devon. Les fichiers sont bien arrivés et ont été intégrés au système. Aucun problème technique? Aucun. On a tout testé ce matin. L'image est impeccable sur tous les écrans. Parfait. On se voit ce soir. Marc mit fin à l'appel et alla se préparer pour la soirée. Il choisit son plus beau costume, un smoking noir taillé sur mesure à la perfection. En ajustant ses boutons de manchette en platine, un cadeau de son père, il entendit Tessa rentrer à la maison. Marc, appelait-elle depuis le bas de l'escalier. Dans la chambre, répondit-il en ajustant son nœud papillon. Elle apparut dans l'embrasure de la porte, coiffure et maquillage impeccable. Qu'en penses-tu? Demanda-t-elle en tournoyant pour lui montrer sa tenue. Magnifique, dit-il sincèrement. Cette robe te va à ravir. Tessa rayonna, ravie du compliment. Je termine de me préparer. La voiture sera là dans 30 minutes. Alors qu'elle disparaissait dans son dressing, Marc vérifia son téléphone. Un message de Matt confirmait qu'il avait les papiers du divorce et qu'il serait au gala en avance pour coordonner avec les serveurs. Tout était en place. Ce soir, le monde soigneusement construit de Tessa allait s'effondrer autour d'elle. La limousine arriva pile à l'heure. Marc aida Tessa à enfiler son châle, notant le collier de diamants qu'elle portait, un autre cadeau de lui, ironiquement acheté à l'époque où sa liaison avec Léo avait probablement commencé. « Tu es nerveux ?» demanda Tessa une fois installée à l'arrière. « Pourquoi le serais-je » répondit Marc. Elle haussa les épaules. « Tu sembles tendu. »« Je pense juste au travail » mentit-il. L'expansion de l'entreprise est à un stade critique. Tessa posa sa main sur sa cuisse. « Essaie de te détendre ce soir. C'est pour une bonne cause. Et tous les gens importants seront là. Tous ceux qui sont importants pour toi, pensa Marc. C'était justement le but. Le trajet jusqu'au lieu de l'événement dura 20 minutes. À l'approche, Marc aperçut le tapis rouge, les photographes, l'élite sociale de la ville arrivant dans leurs tenues les plus élégantes. Le gala de charité annuel était l'événement mondain de la saison, récoltant des millions pour des initiatives éducatives pour les enfants. Marc en était un donateur majeur depuis des années, sa générosité lui ayant valu une place au conseil d'administration. Ce soir, son don serait particulièrement généreux, vu ce qu'il comptait accomplir. Ils descendirent de la limousine, souriant pour les photographes. Tessa rayonnait, jouant son rôle à la perfection, la femme dévouée d'un homme d'affaires à succès. À l'intérieur, la grande salle de bal avait été transformée, décorations élégantes, éclairage tamisé, et des dizaines de tables rondes encerclant une scène centrale. Un immense écran dominait le mur du fond, affichant pour l'instant le logo de l'association caritative. Marc et Tessa furent rejoints par Devon, flûte de champagne en main. « Vous êtes sublimes tous les deux. »« Merci », dit Tessa en acceptant la coupe. « Le lieu est magnifique. Le comité s'est vraiment surpassé cette année. »« On a eu un peu d'aide supplémentaire », répondit Devon en échangeant un regard complice avec Marc. Les améliorations techniques à elles seules ont coûté une petite fortune. Chaque centime en valait la peine, déclara Marc en levant légèrement son verre. À une soirée mémorable. Ils trinquèrent. Tessa,
elle, ne comprit pas le double sens de ces mots. Pendant qu'il se mêlait aux invités, Mark nota avec satisfaction que tous ceux figurant sur leur liste étaient présents. La sœur de Tessa était là, avec son mari. Ses parents avaient fait le déplacement depuis leur maison de vacances. Tout son cercle social était réuni, collègues de son bénévolat, amis de son club de golf. Tous réunis pour être témoins de ce qui allait se produire. Matt arriva, adressant un discret signe de tête à Mark, le signal que tout était prêt. Et là, près du bar, se tenait Léo Merrick, mal à l'aise dans un smoking de location. Il croisa le regard de Tessa à travers la salle. Mark observa leur échange subtil, un regard furtif, un léger sourire, un petit hochement de tête. Leur façon de convenir qu'ils se retrouveraient plus tard. Pas si Mark avait son mot à dire. Le dîner fut servi à un repas 5 services, préparé par un chef célèbre. Mark toucha à peine à son assiette, concentré uniquement sur le bon déroulement du plan. Le directeur de la fondation prononça un discours sur les accomplissements de l'année passée. Une vidéo fut diffusée, montrant l'impact des précédents dons. Puis vint le moment du discours de Mark. En tant que donateur principal et membre du conseil, il avait été invité à dire quelques mots avant le lancement des donations. Et maintenant, annonça le directeur, j'aimerais inviter Mark Whitmore sur scène pour un discours. Des applaudissements retentirent dans la salle alors que Mark se levait. Tessa lui serra la main. Bonne chance, mon chéri. Il ne répondit pas. Il se contenta de marcher vers la scène, d'un pas calme et assuré. Debout au pupitre, le micro devant lui, Mark balaya la salle du regard. 300 des personnes les plus influentes de la ville, toutes rassemblées là, prêtes à assister à la chute. Et la plupart des personnes influentes dans la salle le regardaient avec une attention palpable. Bonsoir à toutes et à tous, commença-t-il d'un ton posé. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mark Whitmore. Mon entreprise, Whitmore Logistique, est fière de soutenir cette association caritative depuis maintenant 10 ans. Applaudissements polis. Ce soir, j'aimerais vous parler de valeurs. D'intégrité. D'honnêteté. Et de loyauté. Mark s'interrompit un instant, son regard se posant sur Tessa au milieu de la foule. Ce sont des principes que j'ai toujours défendus. Des qualités que j'ai essayé d'incarner autant dans ma vie professionnelle que personnelle. La salle était à présent silencieuse. Tous les regards rivaient sur lui. Malheureusement, tout le monde ne partage pas ces valeurs. Certains attachent plus d'importance aux choses matérielles, l'argent, le statut, l'apparence. Ils sont prêts à mentir, à manipuler, à trahir ceux qui leur font confiance, tout cela au nom de buts superficiels et creux. Une vague de confusion parcourut la salle. Ce n'était pas le discours motivant habituel auquel les invités s'attendaient. Mais Mark poursuivit, sa voix devenant plus froide. J'ai récemment découvert que ma propre épouse, Tessa, fait partie de ces personnes. Des exclamations de stupeur retentirent dans la salle de bal. Tessa se figea, son verre de champagne suspendu à mi-hauteur de ses lèvres. Depuis 1 an, Tessa entretient une liaison avec son entraîneur personnel, Léo Merck, qui est également présent ce soir. Mark désigna le bar d'un geste calme. Léo s'y tenait, tentant maintenant de se faire discret. J'ai des preuves irréfutables de cette liaison. Des éléments explicites, indéniables, que je vais partager avec vous. Il marqua une pause. Avant cela, je veux que les choses soient claires. Il ne s'agit pas ici d'humiliation publique gratuite. Il s'agit de conséquences. De faire comprendre à ceux qui trahissent la confiance ce qu'ils ont véritablement perdu. Mark fit un signe discret au technicien audiovisuel. L'écran géant derrière lui s'alluma. Puis, la vidéo commença. Le montage était d'une qualité professionnelle, une succession de preuves de la trahison de Tessa. La séquence débutait par des extraits de conversations téléphoniques entre elle et sa sœur Aubrey, où elle discutait de son plan de quitter Mark une fois suffisamment d'argent sécurisé. Suivaient des images de ses rendez-vous avec Léo dans divers lieux. Et enfin, le clou de la vidéo, Tessa et Léo dans le lit conjugal, leurs actes explicites, sans équivoque. Leurs échanges ensuite étaient parfaitement audibles. Il ne se doute de rien. Il m'a même suggéré qu'on commence à penser à avoir des enfants. Le pauvre.
Et tu lui as dit quoi? Que j'y réfléchissais. Que je voulais d'abord sauver notre relation. Il a tout gobé. Les hommes entendent ce qu'ils veulent entendre. La salle, choquée, observait dans un silence absolu. Certains détournèrent les yeux. D'autres, fascinés, restaient figés. Les parents de Tessa semblaient anéantis. Aubrey, visiblement impliqué, tentait de disparaître dans son siège. La vidéo dura exactement 3 minutes. Pas une de plus. Juste assez pour que le message passe, sans tomber dans la complaisance. Mark fit signe d'arrêter. L'écran devint noir. Le silence dans la salle était assourdissant. Il croisa le regard de Tessa, toujours figée à sa place, le visage vidé de toute couleur, les yeux grands ouverts d'horreur. Mark s'avança lentement vers elle. Tous les regards le suivaient. Arrivé à sa table, il se pencha légèrement. Sa voix, calme mais ferme, fut assez forte pour que les tables proches l'entendent. Tu disais que notre mariage était un cauchemar. Très bien. Permets-moi de t'en libérer. Le temps sembla se figer dans la grande salle. 300 personnes suspendaient leur souffle. Tessa ne bougea pas. Son expression était celle d'une femme frappée en plein cœur. Mark, droit, impassible, malgré la tempête qui faisait rage en lui, la dominait. De l'autre côté de la pièce, Léo essayait de se faufiler discrètement vers la sortie. Mark l'aperçut et fit signe à 2 agents de sécurité. Ceux-ci bloquèrent calmement le passage. Léo n'irait nulle part. Tessa finit par murmurer, d'une voix tremblante. « Mark, s'il te plaît, pas ici. Parlons-en en privé. » Mark l'interrompit, sa voix résonnant dans la salle silencieuse. « En privé? Comme quand tu as discuté de notre mariage avec ta sœur. Ou quand tu as invité ton amant dans notre maison. Dans notre lit? » Tessa tressaillit comme si elle venait de recevoir une gifle. « Tu ne comprends pas. Aussi, je comprends parfaitement, la coupe à Mark. Je comprends que tu m'as épousé pour mon argent. Que tu ne m'as jamais aimé. Que tout, entre nous, était un mensonge. » Des murmures parcoururent la foule. Plusieurs invités avaient sorti leur téléphone, filmant la scène, malgré l'interdiction formelle de filmer pendant le gala. « Ce n'est pas vrai », protesta faiblement Tessa, consciente que tous les regards étaient braqués sur elle. « Ah non? Alors explique la vidéo. Explique pourquoi tu as dit à Léo que tu attendais seulement de sécuriser ton avenir financier avant de me quitter. » Aucune réponse. Son regard chercha désespérément du soutien dans la salle. En vain. Même Aubrey évita son regard. Mark se tourna alors vers l'assemblée. « Je vous présente mes excuses pour avoir impliqué chacun d'entre vous dans mes problèmes personnels. Ce n'est pas ainsi que cette soirée devait se dérouler. Mais je crois en la transparence. En la vérité. Et en la responsabilité. » Il marqua une pause. Son regard balaya les visages de l'élite de la ville. « Les fonds que j'ai promis ce soir seront malgré tout versés à l'association. Les enfants ne doivent pas souffrir des trahisons des adultes. » Des applaudissements hésitants s'élevèrent. Mark avait gardé la dignité morale. Le but était atteint, Tessa avait été exposée sans faire de tort à la cause soutenue. Il se tourna de nouveau vers elle. Tessa craquait. Des larmes ruisselaient sur son maquillage impeccable. Ses mains tremblaient. « Et maintenant, dit-il d'une voix froide et méthodique, l'acte final de notre mariage. » Il fit signe à Matt, son avocat, qui s'approcha avec une enveloppe cartonnée à la main. « Tessa, dit-il d'un ton professionnel, en tant que représentant légal de Mark, je vous remets les papiers du divorce. » Il posa l'enveloppe sur la table. Tessa la fixait comme si elle allait l'attaquer. « Les termes sont simples, poursuivit Matt, imperturbable. Vu les preuves irréfutables de votre infidélité, et les clauses très précises de votre contrat prénuptial, vous ne percevrez aucune compensation financière. » Un choc parcourut la salle. Dans leur cercle social, même les conjoints infidèles recevaient habituellement quelque chose. Rien, c'était inédit. De plus, ajouta Matt, tous les comptes joints ont été gelés ce matin. Vos cartes de crédit sont annulées. Le bail de votre voiture ne sera pas renouvelé.
Et vous devez quitter le domicile conjugal dans les 48 heures. Tessa releva brusquement la tête. C'est impossible. Où veux-tu que j'aille? Marc haussa les épaules. Peut-être que Léo a de la place chez lui. Ou ta sœur, puisqu'elle a soutenu ta liaison. Tous les regards se tournèrent vers Aubrey, qui s'enfonça un peu plus dans son siège, son mari la fixant désormais avec suspicion. Tu ne peux pas me faire ça. Murmura Tessa, désespérée. Tu ne peux pas me laisser sans rien. En réalité, si, répondit Marc. Tout est légal. Le contrat que tu as signé est limpide sur l'adultère. Tu as joué. Tu as perdu. Sa détresse se transforma en rage. Espèce de fils de... Je te déconseille de finir cette phrase, coupa calmement Marc. Tu es déjà la méchante de l'histoire ici. N'aggrave pas ton cas. Tessa se tut. Elle savait qu'il avait raison. Elle était entourée par les gens dont l'opinion comptait le plus pour elle. L'élite. Le cercle qu'elle avait tant voulu intégrer. Et tous la regardaient avec du mépris, du jugement, ou pire, de la pitié. Marc recula. Je pense que nous avons suffisamment perturbé cette soirée caritative. Signe les papiers. C'est fini. Comme si tout avait été chorégraphié, Matt posa un stylo à côté de l'enveloppe. Le message était clair, pas de discussion. Pas de seconde chance. Tessa jeta un dernier regard à Léo, toujours figé près de la sortie. Aucun secours de ce côté. Elle était seule. Les mains tremblantes, elle ouvrit l'enveloppe, sortit les papiers, parcourut brièvement les termes. Son visage pâlit davantage. Puis, les épaules affaissées, elle signa. Matt récupéra les documents, vérifia les signatures. C'est fait, annonça-t-il. Marc acquiesça. Un poids s'échappa de ses épaules. Ce n'était pas du bonheur. Pas encore. Mais un début de justice. De fermeture. De libération. Il s'adressa une dernière fois à la salle. Encore désolé pour cette interruption. Continuez à profiter de la soirée. Votre générosité ce soir aidera de nombreux enfants à réaliser leurs rêves éducatifs. Puis il quitta la salle, la tête haute. En passant près de Léo, il s'arrêta. Elle est à toi, dit-il calmement. Mais je doute qu'elle t'intéresse autant maintenant que mon argent n'est plus dans l'équation. Léo resta muet, le visage tiraillé entre honte et peur. Marc sortit dans la nuit fraîche. Derrière lui, les conversations reprenaient, comme une machine relancée, le scandale déjà décortiqué par des centaines de langues avides. Le lendemain, tout le monde saurait. Tous ceux qui comptaient. Et surtout, tous sauraient ce que Tessa avait fait. Et ce que cela lui avait coûté exactement. Alors que Marc attendait que le voiturier lui rapporte sa voiture, il entendit des pas précipités derrière lui. Il se retourna et vit sa mère, Vivien, s'approcher. C'était tout un spectacle, dit-elle, son expression indéchiffrable. Tu es déçu de moi, demanda Marc. Vivien réfléchit à la question. Déçu, non. Inquiète, peut-être. Elle lui toucha doucement le bras. Tu as fait ce qu'il fallait faire. Elle t'a trahi de la pire manière qui soit. Mais souviens-toi de ce que je t'ai dit, ne la laisse pas te voler ta paix intérieure. Je ne le ferai pas, lui assura Marc. C'était une fermeture nécessaire. Maintenant, je peux aller de l'avant. Bien, acquiesça Vivien d'un signe de tête approbateur. Et pour ce que ça vaut, je ne l'ai jamais aimée. Trop calculatrice, trop avide de statut. Malgré tout, Marc se surprit à esquisser un léger sourire. Tu as toujours eu un bon instinct, maman. La prochaine fois, tu m'écouteras peut-être, répondit-elle en haussant un sourcil. La prochaine fois, approuva Marc, même s'il n'était pas certain qu'il y aurait une prochaine fois. La confiance, une fois brisée, ne se reconstruisait pas facilement. Sa voiture arriva. Marc ouvrit la portière pour sa mère. Tu veux que je te ramène? Merci, mais non. Ton frère me ramène. Je pense que tu as besoin d'un peu de temps seul. Marc ne put qu'acquiescer. Il avait besoin d'espace.
pour assimiler tout ce qui s'était passé. Pour commencer à guérir de la trahison de Tessa. Appelle-moi demain, dit Vivien en lui tapotant la joue dans un rare élan d'affection maternelle. Je t'appellerai, promit Marc. Alors qu'il s'éloignait du lieu de l'événement, Marc jeta un dernier coup d'œil dans le rétroviseur, captant une ultime image du bâtiment où son mariage avait, en vérité, pris fin. Il ne ressentait ni regret, ni doute. Tessa avait fait son choix. Et désormais, elle vivait avec les conséquences. C'était le problème avec la trahison, une fois la confiance brisée, il n'y avait plus de retour possible. Certaines actions ne pouvaient tout simplement pas être pardonnées. Le lendemain du gala, Marc se réveilla dans une suite d'hôtel, ayant pris la décision de ne pas retourner dans cette maison où les affaires de Tessa occupaient encore l'espace. Il consulta son téléphone, des dizaines d'appels manqués et de messages. Certains provenaient d'amis lui apportant leur soutien, d'autres de journalistes en quête de commentaires sur le scandale. Il les ignora tous. Et appela Matt à la place. « Comment tu tiens le coup ?» demanda son frère en guise de salut. « Mieux que prévu », répondit honnêtement Marc. « Et Tessa ? Elle a passé la nuit chez Aubray. Mes contacts disent qu'elle passe des appels frénétiques à divers avocats, mais aucun ne veut prendre son dossier. Tu y es pour quelque chose, admit Matt. Le bouche à oreille circule vite dans le milieu juridique. Mais surtout, c'est à cause du contrat prénuptial et des preuves. Aucun avocat ne veut livrer une bataille perdue d'avance. Surtout pas contre notre famille. Marc acquiesça, même si son frère ne pouvait pas le voir. Et la maison ? L'équipe de sécurité est en place. Elle doit venir récupérer ses affaires personnelles à midi. Tout sera supervisé et répertorié. Parfait. Je ne veux pas qu'elle prenne quoi que ce soit qui ne lui appartienne pas. Ne t'inquiète pas. L'équipe sait ce qu'il faut surveiller. Après avoir raccroché, Marc commanda son petit déjeuner et alluma la télévision. Comme prévu, le scandale faisait la une des journaux télévisés du matin. Les journalistes choisissaient leurs mots avec soin, mais le récit était limpide. Le célèbre homme d'affaires Mark Whitmore avait publiquement révélé l'infidélité de son épouse lors d'un gala de charité, lui remettant en main propre les papiers du divorce, la laissant sans le sou. Certains commentateurs remettaient en question le choix du lieu, estimant que Mark aurait pu gérer la situation plus discrètement. Mais la plupart se concentraient sur la trahison de Tessa. Et en particulier, sur le caractère calculé de sa duplicité, révélé par les images vidéo. Marc éteignit la télévision, satisfait. Sa réputation subirait peut-être une légère éraflure à cause de la manière publique dont il avait agi. Mais celle de Tessa était anéantie. À midi pile, Marc reçut un appel de l'équipe de sécurité à la maison. « Monsieur Whitmore ? Mademoiselle Lingley est arrivée pour récupérer ses effets personnels. » Marc nota avec satisfaction l'usage du nom de jeune fille de Tessa. « Comment se comporte-t-elle ? » « Calme, monsieur. Elle est venue avec sa sœur pour l'aider. Elles sont efficaces et n'ont rien tenté de prendre qui ne soit pas sur la liste approuvée. Tenez-moi informé si quoi que ce soit change. » « Bien, monsieur. » 3 heures plus tard, nouveau coup de fil. Mademoiselle Lingley a terminé l'enlèvement de ses biens personnels. Tout a été documenté et photographié comme demandé. Marc se surprit à poser la question. A-t-elle dit quelque chose ? Silence. Elle a demandé s'il y avait une chance que vous reconsidériez une éventuelle réconciliation. Le rire de Marc fut glacial. Et qu'avez-vous répondu ? Que toute communication devait passer par monsieur Matthew Whitmore, comme précisé dans les papiers du divorce. Parfait. La maison est sécurisée. Oui, monsieur. Tous les codes ont été changés. Les clés récupérées. Le système de sécurité mis à jour. Merci. Je reviendrai demain. Ce soir-là, devant la plat pour prendre de ses nouvelles. Le comité du gala est en mode gestion de crise, rapporta-t-il. Mais les dons ont augmenté de 30% par rapport à l'an dernier. Apparemment, le scandale, c'est bon pour la collecte de fonds. Lueur d'espoir, commenta Marc. Et toi, comment tu vas, vraiment ? Demanda Devon, adoptant un ton plus personnel.
Mark prit la question au sérieux. Je suis en colère. Blessé. Mais aussi soulagé. C'est comme percer un abcès, douloureux, mais nécessaire pour guérir. Je comprends. Et maintenant, la suite? Je me concentre sur l'entreprise. Sur la reconstruction de ma vie. Sans elle. Et sur le plan personnel. La réponse de Mark fut immédiate. Pas dans un avenir proche. La confiance n'est plus quelque chose que je donne facilement. Devon ne poussa pas la discussion plus loin. Quand tu seras prêt à revenir dans le monde des vivants, je suis là. On commencera par un verre, et d'ici 10 ans, on passera au double rendez-vous. Cela tira à Mark un véritable rire. Je te prends au mot. Le lendemain matin, Mark retourna chez lui pour la première fois depuis le gala. La maison semblait différente. Plus vide sans la présence de Tessa. Mais aussi plus pure. Comme si une toxine avait été éliminée. Il parcourut chaque pièce, notant les endroits où se trouvaient autrefois les affaires de Tessa. Le dressing, à moitié vide de vêtements de créateur. La coiffeuse, débarrassée de ses cosmétiques hors de prix. Les étagères, privées des objets décoratifs qu'elle avait accumulés. Dans la chambre principale, il retira entièrement les draps du lit, les jeta dans un sac poubelle plutôt qu'au linge. Il achèterait du neuf. Matelas, draps, oreillers, tout. Il ne dormirait pas là où elle l'avait trahi avec Léo. Son téléphone sonna. Le nom de Matt apparut à l'écran. L'avocat de Tessa a finalement pris contact, annonça Matt sans préambule. Je croyais qu'aucun ne voulait de son dossier. Elle a trouvé quelqu'un d'assez désespéré. Un chasseur d'ambulance de l'autre côté de la ville. Il menace de contester le contrat prénuptial. Sur quel fondement? Demanda Mark, impassible. Stress émotionnel au moment de la signature, déséquilibre de pouvoir, des arguments faibles, mais ils sont désespérés. Tu penses que ça tiendra? Le rire méprisant de Matt suffit comme réponse. Aucune chance. On a une vidéo d'elle déclarant clairement son intention de te quitter après avoir sécurisé des avantages financiers. Aucun juge ne tranchera en sa faveur. Ça va retarder les choses. Quelques semaines tout au plus. Juste une formalité. Mark hocha la tête et raccrocha. Il poursuivit sa visite de la maison. Dans son bureau, il tomba sur une photo encadrée de leur mariage. Tessa y rayonnait. Son sourire était éblouissant. Était-ce déjà un mensonge, à l'époque? Avait-elle un jour ressenti quelque chose de vrai? Peu importe. Il sortit la photo du cadre, la déchira en deux, et jeta les morceaux à la poubelle. Et l'avocat de Tessa, un homme nerveux nommé Harold Jenkins, qui ne cessait de s'essuyer le front avec un mouchoir. Tessa était assise à côté de lui, vêtue de vêtements toujours coûteux, mais visiblement moins luxueux que ceux qu'elle portait d'ordinaire. Les cernes sombres sous ses yeux la trahissaient, elle dormait mal. Ma cliente est disposée à négocier un règlement plus équitable, commença Jenkins, d'une voix hésitante, incertaine. La réponse de Matt fut immédiate, ferme. Il n'y aura aucune négociation. L'accord prénuptial est contraignant et a été signé sans contrainte. L'infidélité de votre cliente est bien documentée et incontestable. Mais tout de même, un compromis. Mark l'interrompit. Il n'y aura ni compromis, ni négociation, ni règlement. Tessa prit enfin la parole. Sa voix avait perdu l'assurance qui la caractérisait. Mark, s'il te plaît, 5 années de mariage, ça doit compter pour quelque chose. Ça ne comptait rien pour toi, répondit Mark froidement. Pourquoi ça compterait pour moi? J'ai fait une erreur, plaida TL. Tout le monde mérite une seconde chance. Mark se pencha en avant, son regard planté dans le sien. Une erreur, c'est oublier un anniversaire ou brûler le dîner. Ce que tu as fait, c'est une trahison calculée. Tu m'as épousé pour mon argent, tu avais prévu de me quitter une fois que tu aurais accumulé assez, et tu m'as trompé avec ton coach, chez nous. Il n'y a pas de seconde chance pour une trahison de cette ampleur. Pas avec moi. Le masque de Tessa se fissura un peu plus. Qu'est-ce que je suis censé faire? Où suis-je censé aller?
Ce n'est plus mon problème, dit Mark, insensible à sa détresse. Tu avais une vie avant moi, tu en auras une après moi. Simplement sans mon argent. Jenkins tenta une autre approche. Ma cliente est prête à signer un accord de confidentialité concernant l'incident du gala, en échange d'un règlement raisonnable. Matt éclata de rire. L'incident que 300 personnes ont vu, et qui a déjà été relayé par tous les médias de la ville. Cet incident-là? Jenkins se flétrit visiblement. Néanmoins, ma cliente. Votre cliente n'a aucun levier, coupa Matt. Le contrat prénuptial est inattaquable. Le divorce sera finalisé dans 30 jours. Mademoiselle Lingley ne recevra rien d'autre que ses effets personnels, qu'elle a déjà récupérés. C'est inacceptable, protesta Jenkins faiblement. Non, dit Mark en se levant, signalant ainsi la fin de la réunion. Ce qui est inacceptable, c'est d'épouser quelqu'un sous de faux prétextes et de trahir sa confiance. Le reste, ce ne sont que les conséquences. Alors que Mark et Matt se préparaient à partir, Tessa fit une dernière tentative désespérée. Mark, attends, on pourrait essayer une thérapie de couple. Je pourrais te prouver que je peux changer, que je peux être la femme que tu mérites. Mark s'arrêta à la porte et se retourna vers elle une dernière fois. La femme que je mérite ne m'aurait pas trompé dès le départ. Adieu, Tessa. Dehors, dans le couloir, Matt posa une main sur l'épaule de Mark. Tu t'en es bien sorti. Tu es resté ferme sans perdre ton sang-froid. C'était plus facile que ce que j'avais imaginé, admit Mark. La voir maintenant, désespérée, acculée, je ne ressens rien. Ni amour, ni haine. Juste, de l'indifférence. C'est bon signe, observa Matt. L'indifférence est le contraire de l'amour, pas la haine. Tu es déjà en train de guérir. Mark n'en était pas si sûr. La blessure était encore vive. La trahison, encore brutale. Mais peut-être que son frère avait raison, l'indifférence était la première étape vers la vraie guérison. This is like soft speed running. Look at me go. Look at me go, dude. Look how down I have this shit. Boom. Bam. Bang. Stonks. Alrighty. Okay. Okay, we need one more white sheep. Unfortunately, we do have to be racist to the sheeps. It is not my fault. I hear you. You're not white. Another jungle. What is going on? Okay, this looks like prime. Yep, prime coal area. Oh. Damn, Philip already 9th.